Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir, nous recevrons 3 jeunes entrepreneurs guadeloupéens, à savoir Jenny Paulin qui nous parlera effectivement de ses cours de Formaca ou de Socafit. On recevra aussi Morgane Luce qui se lance dans une activité de communication pour les entreprises. Nous aurons également Damien Lurel, qui est le créateur du jeu de société 100% local Fond l'Esprit Coco. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 27 avril 2022, le jour où les États-Unis déclarent officiellement que la pandémie de Covid-19, c'est derrière nous. Mais effectivement, en attendant, la situation épidémiologique reste stable ici en Guadeloupe. Sur les 13 129 tests réalisés, 2141 sont positifs, soit un taux de 15,7%. On compte 8 personnes en réanimation, soit 5 de plus que la semaine dernière. Et sur la période, 600 injections tout rond auraient été réalisées, dont une trentaine a priori pour les enfants âgés entre 5 et 17 ans. Un nombre de tests qui, on doit le dire, est remarquablement constant, puisque la semaine dernière, on était à 13 100 et là, on est à 13 129. Donc effectivement, c'est assez précis. Et depuis le début de l'année, les prix à la consommation ont augmenté de 3,8% en moyenne. La faute à l'inflation mondiale provoquée par des choix géopolitiques qui méritent débat. En attendant que les velléités internationales se tassent, l'inflation, elle, engendre une augmentation du prix des matières premières de manière considérable. Reste à savoir si vous ressentez déjà les effets sur votre porte-monnaie. Nous sommes partis à votre rencontre. Le reportage. Je fais mes courses assez souvent et puis je vois que ça a vraiment augmenté. Ça a vraiment augmenté, c'est pas comme avant. Il faut faire très attention. Et l'augmentation quand même, on le sent, parce que je le sens sur mon compte. Parce que quand je fais mes calculs, je suis obligé par moment de prendre un peu sur mes économies. C'est exagéré parce que nous sommes dans les dom-toms et... Ouais, surtout pour un pack d'eau à 3 €, 4 €, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Pour de l'eau, c'est chaud. Déjà qu'on n'a pas d'eau. Pour acheter un pack d'eau, 4 €, c'est chaud. Aujourd'hui, l'augmentation des prix se justifie pour tout le monde, je dirais, par rapport à tout ce qui se passe en Ukraine. Mais c'est quand même facile pour certains grands de la grande distribution de faire du beurre sur le dos des consommateurs. Les prix augmentent, mais le salaire n'augmente pas. Alors, est-ce que vous avez une astuce ? Alors, quelles astuces on pourra avoir L'astuce, c'est d'économiser, de faire les courses. Le minimum, enfin le strict minimum, et puis après, on verra pour se faire plaisir. Je fais très attention aussi au prix quand même et de ne pas trop faire de gaspillage. Attentif au prix, dans les lieux aussi. Il y a des endroits où on peut acheter beaucoup moins cher et voilà, je pense que c'est mieux d'aller dans des endroits où on peut économiser et tout. J'essaie de prendre les choses essentielles. Pas de caviar. J'évite donc le saumon. Enfin, des choses... même notre morue salée traditionnelle, eh bien, je suis obligé de le regarder par moment et passer tout droit. On fait un petit peu moins de gaspillage comme avant. On mange ce qu'on a et on essaie de récupérer un petit peu tout ce qu'on a en ce moment comme plantation. Parce que moi, comme je vis à la campagne, donc je mange beaucoup des aliments qui sont à m'apporter, quoi. Des bananes, des ignames, des madères, un petit peu tout, quoi. Le seul moyen qu'on a, c'est économiser de toute façon. On ne peut rien faire d'autre, le salaire n'est même pas assez. D'accord ? On peut bosser, avoir des heures de travail et un salaire n'est pas suffisant, quoi. Ce serait bien aussi que ça suive aussi les salaires, qu'on fasse une augmentation des salaires. Donc comme ça, il n'y a pas besoin. On peut faire des augmentations, mais on fait des augmentations partout. Comme ça, au moins, tout le monde est content. L'essence a augmenté, tout augmente, donc on ne sait pas où est-ce qu'on va finir maintenant.
Et tout risque de continuer à augmenter effectivement avec ce conflit ouvert entre l'Ukraine et la Russie. Et afin de contrer les sanctions décidées à son encontre et éviter la chute de sa monnaie, Vladimir Poutine contraint maintenant ses clients à payer le gaz en roubles. Une mesure prise à la légère par l'Union européenne qui a refusé de se plier à l'exigence. Aujourd'hui, la Russie a donc coupé l'approvisionnement en gaz de la Pologne et la Bulgarie, premier tributaire de leur nouvelle politique de paiement. L'Union européenne devrait donc pallier aux besoins en gaz de ces pays et se dit prête à une réponse coordonnée face à ce qu'elle qualifie de chantage de la part de la Russie. Un deal dangereux pour l'UE qui effectivement se retrouve dans une position délicate avec l'Allemagne et l'Autriche qui ont décidé eux de quand même payer en roubles. Ils ne veulent pas qu'on coupe leur robinet dans tous les cas. Et vous le savez, plus ce conflit va perdurer, plus effectivement on aura des instabilités sur les marchés financiers et donc on aura des répercussions sur les prix, donc préparez-vous. Et aujourd'hui, les marins-pêcheurs de Guadeloupe élisent leur nouveau comité régional. 3 listes s'affrontent pour prendre la barre de la gestion des pêches. L'UMPG avec à sa tête le président sortant Charlie Vincent, le sympa CFDT avec Thierry Attil et la CGTG avec Jean-Michel Landre. Nous les avons rencontrés ce matin. Regardez. C'est le vote du comité des pêches. En réalité, ce sont les élections, comme tous les 5 ans. Donc à partir d'aujourd'hui, on saura quelle équipe, quel syndicat a remporté le plus de suffrages pour pouvoir diriger le comité des pêches durant les 5 prochaines années. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on n'a pas du tout laissé tomber l'entreprise de pêche. Au contraire, on l'a accompagnée et consolidée chaque jour. Et on est fiers de ce bilan et fiers de présenter que les évolutions à la pêche. Alors normalement, on continue sur la même lancée pour que demain puisse développer encore la filière pêche dans son ensemble et la rentabilité des entreprises de pêche. Aujourd'hui, là, nous devons les affaires maritimes. D'accord, c'est les élections du comité régional des pêches. Donc, moi, je recommande les camarades à venir voter en masse. Et pour les indécis, les gens qui payent pour ça, pour qui mieux qu'à voter, mais faites un choix. Parce que c'est eux-mêmes qui disent effectivement, faut tirer ça, ils pas vraiment en réel service qui rendent par le comité de pêche. Alors, comment dire, tout le monde vient voter, faites un choix. Aujourd'hui, pour que ça fonctionne correctement, il faut effectivement que nous ayons des collèges de patrons et de salariés qui permettent de rapprocher de direction à ça pour défendre l'intérêt, défendre la pêche. À commander à pêcher, malheureusement, ça qui vient, c'est un bon butin, ça qui pas venu et qui voyait voter par correspondance, c'est un bon butin. Mais la décision là, c'est trouver solution à faire en sorte que la petite pêche pas mort encore. C'est ça, la petite pêche pas mort encore et que grand-maman nous, papa nous, famille nous, peut manger un kilo de poisson frais. À la différence de la grande chaîne alimentaire, distribution, dont les produits de la mer qui sont entrés d'une manière illicitement et qui a fracassé le travail à pêcher. Un reportage signé Michel Depape qui est justement en direct de la direction de la mer où se déroule cette élection à la tête du comité régional des pêches. Bonsoir Michel Depape. Oui, bonsoir Harold. Comme tu viens de le dire, on est en Oui, bonsoir Harold. Comme tu viens de le dire, on est en direct de la direction de la mer de Guadeloupe. Alors nous avons une tête de liste avec nous. Je vais le laisser se présenter. Monsieur Landre Jean-Michel, marin pêcheur. Alors, expliquez-nous, Tibouin, qui ça a passé là, parce que là, ils ont déjà voté, et là, ils ont à qui étape là? Là, nous avons voté, nous sommes en train de dépouiller, pour nous savoir combien vote, combien voix, quoi. Voilà. Et qui tendance qui n'y a à présent là? C'est même bien qu'on nous connaît, c'est quand tu vois en cas suivre, il y a pour ça, comme nous pouvons finir dépouiller, donc on ne peut pas ça finir savoir. Mais bon, avec les difficultés que nous rencontrons, qu'il n'y a pas un paquet de courriers qui paraît recevoir courrier, il y a un paquet qui paraît recevoir bulletin dans enveloppe, un paquet de bulletins qui a fait que l'élection là, ça, quand on veut dire, c'est la même élection que les présidentielles là. Voilà. Et là, nous avons trouvé nous atterrés, quoi. Nous sommes obligés de suivre. Nous avons les résultats, nous ne pouvons pas passer à nous. Mais toujours qu'on a dit encore, beaucoup de laisser aller, beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Les gens qui n'ont pas reçu leurs documents de vote, donc matériel de vote, donc ça c'est triste quoi, c'est triste. D'accord, merci.
Il n'y a pas de problème. Donc un vote sous tension, visiblement, Michel. Notre candidat. Au premier dire, on peut ressentir ça. Alors, je vais rentrer dans la salle. Il ne faut pas parler, donc je vais interpeller notre candidat très rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, chers téléspectateurs, le dépouillement se poursuit au comité des pêches. 3 listes s'affrontent en ce moment. Celle de Charlie Vincent, donc le président sortant. Nous venons d'écouter effectivement monsieur Jean-Michel Landre qui lui représente la CGTG. Et il restera donc monsieur Attil du Sympa CFDT. Et je vois que Michel est avec donc Charlie Vincent. Ok, alors on est avec, je vais le laisser se présenter. Hein. Alors bonsoir. Bonsoir, Charlie Vincent, président du comité des pêches. Alors, on a vu déjà avec monsieur Jean-Michel Landre ses premières impressions. Alors on va vous demander à vous aussi vos premières impressions sur cette élection. Et pour l'instant, elles sont correctes et correspondent un peu à ce qu'on attendait. Donc on a gagné assez largement au niveau des salariés. Donc on est en train de procéder au vote, au dépouillement des patrons. Donc on attend de voir. Pour l'instant, on est en tête, mais on va voir ce que ça donne. Donc la tendance est fortement pour vous alors? Oui, la tendance est fortement pour l'UMPG. Après, ça reste un dépouillement, donc il reste encore pas mal d'enveloppes à dépouiller. Donc on va voir ce que ça donne. Mais normalement, la tendance serait comme celle des salariés. Est-ce qu'on peut l'interroger justement sur ces irrégularités dont M. Landre nous a parlé? Justement. Alors, quelle est la question? Dis-moi, je t'écoute. Justement, est-ce qu'on peut avoir une idée des irrégularités dont M. Landre a fait état? Alors, M. Landre s'est plaint d'irrégularités au niveau du matériel pour voter. Et quel est votre sentiment là-dessus? Alors, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'il y a eu des enveloppes qui n'ont pas pu être distribuées facilement, notamment sur le Nord-Grande-Terre, à cause de la grève de la Poste. Et certaines enveloppes certains matériels de vote sont arrivés assez tardivement. Mais ça correspond à 80%, plus de 90% de la Guadeloupe a été distribuée. Donc effectivement, ça a été des difficultés qu'on a signalées. Mais la possibilité qu'on a à la pêche, c'est qu'on a la possibilité de venir voter sur place. Donc même si le matériel de vote n'arrive pas, mais on peut quand même venir voter sur place. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas reçu le matériel pouvaient se déplacer? Exactement, donc il restait cette possibilité, donc ça n'empêche pas la tenue du scrutin. Très bien. Voilà. Rod, est-ce que tu as une autre question? Non, ça ira pour nous, on attendra les résultats finaux pour cette élection à la tête du comité régional des pêches. Merci beaucoup Michel. Je vous remercie beaucoup. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci à Canal 10. À peu près une heure de ce que j'ai compris, grosso modo. 1 heure, voire peut-être 1 heure et demie pour la finalité, le dépouillement total. Très bien. Eh bien, on sera probablement encore en émission et on pourra sans doute annoncer effectivement ces résultats. Mais Charlie Vincent nous a déjà donné une tendance qui va en faveur effectivement de sa liste, donc l'UMPG, qui serait donc en passe d'être réélu à la tête du comité régional des pêches. Et à l'horizon 2030, la Guadeloupe sera l'un des territoires les plus vieux de France, une population majoritairement composée de seniors qui devront bénéficier de prises en charge en fonction de leurs besoins. Un marché d'envergure appelé aussi Silver Economy, qui est dans le collimateur des collectivités et autres organismes de santé. Ils étaient rassemblés à l'occasion du Silver Eco Days. Le reste en images. La Silver Economy, en fait, il faut comprendre que ça rassemble l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le cadre de la santé,
qui œuvrent dans le cadre de l'innovation, de l'habitat, du tourisme. C'est un ensemble d'acteurs qui œuvrent vraiment dans le bien vieillir pour parler d'innovation. Donc s'intéresser en tout cas à cette population, aux offres de services qu'ils abordent. Et voilà, c'est ça la Silver Economy, sur cet aspect, on va dire, technologique, mais aussi social. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble des acteurs du territoire dans le cadre du bien vieillir, de manière à travailler d'une manière structurée et stratégique pour nos seniors sur le département. C'est un enjeu qui est national et effectivement en Guadeloupe et en Martinique, c'est un enjeu qui est particulier parce qu'on a un vieillissement qui est plus important que dans les autres territoires. Et donc ici, c'est vraiment un enjeu très fort pour nous. Il y a deux enjeux en fait dans l'accompagnement des personnes seniors. Il y a premièrement leur bien-être, le fait d'avoir des services qui sont adaptés pour eux, pour qu'ils puissent continuer à vivre dans la société et qu'ils puissent être autonomes et indépendants le plus longtemps possible. Et puis il y a un autre enjeu qu'il ne faut pas oublier, qui est un enjeu économique, parce que derrière l'accompagnement des personnes âgées, derrière le travail qu'on fait à leur profit, eh bien, il y a tout un secteur économique qui doit se développer, qui est déjà développé, mais qui a encore plus se développer. Ça fait partie des secteurs sous tension en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on recherche des gens pour l'aide à la personne, pour les soins, et donc ça fait partie des enjeux pour demain en termes de métiers qu'on peut avoir aussi en Guadeloupe. Ces personnes vieillissantes, elles sont plus dynamiques, elles pratiquent le sport, elles ont envie de continuer à bénéficier des animations culturelles, elles ne sont pas simplement en marge de la société et peuvent d'ailleurs être acteurs pour faire cette transmission intergénérationnelle. Il faut s'appuyer sur nos aînés. Nos aînés, ce ne sont pas des fardeaux, c'est bien au contraire penser différemment la place des personnes âgées au sein de la société. En tout cas, j'y crois fortement parce qu'on voit comment la société évolue et je pense que là-dessus, la jeunesse peut trouver aussi sa place et proposer ses activités. Alors l'idée, justement, c'est de se dire que le département est vieillissant et que les études ont montré qu'il y avait tout à faire. Il manque de l'emploi, mais dans tous les secteurs d'activité. Donc il y a un enjeu important économique, il y a un enjeu aussi social pour accompagner nos seniors. Et donc voilà, c'est vraiment le thème aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que la filière. L'enjeu pour nous, c'est d'acculturer la population, les acteurs, les institutions à ce que c'est vraiment la filière Silver Economy. Et pour bien vieillir, quoi de mieux qu'une alimentation locale, variée et équilibrée? Pour le docteur Henri Joseph, notre avenir est devant nous et nous sommes chanceux avec nos 220 espèces comestibles, nos 625 plantes médicinales ou globalement nos 3800 espèces de plantes, largement de quoi s'en sortir en cas de pénurie mondiale ou de problèmes. Et on voit effectivement avec toutes les contaminations de denrées alimentaires qu'il y a ces jours-ci que peut-être on devrait se retourner sur ce que l'on a. Il a entièrement raison là-dessus, n'est-ce pas? Le reportage. Au moment où nous parlons de pandémie, de problématiques de santé, nous savons aujourd'hui que le remède Grasier, par exemple, qui a été promotionné par le docteur Henri Joseph, est une chose très importante pour nous, les Guadeloupéens. Donc, lorsque l'on parle de biodiversité aujourd'hui, la Guadeloupe, on le sait, est une zone de biodiversité unique au monde. Donc, il s'agit effectivement de mettre en avant, au travers de ce film et du débat qui va suivre tout à l'heure, un certain nombre de problématiques et de questions qui vont être posées autour de ces questions, de ces réponses à apporter sur la biodiversité et les remèdes qu'on pourrait trouver dans notre forêt. Et pour moi, il me tenait à cœur de montrer ce magnifique film, Il était une forêt, qui est sorti en 2013, donc qui est relativement récent, et de le montrer en montrant également le film hommage que j'avais fait à Jacques Fournet, juste après la projection d'Il était une forêt. Et d'inviter évidemment le docteur Henri Joseph, qui avait participé à cette soirée hommage et qui était évidemment la personne pour moi la mieux placée pour parler après la projection des forêts et des plantes particulièrement tropicales. Ce film-là, en fait, m'a beaucoup intéressé déjà, surtout ça parle de la biodiversité et aussi comment aussi nous devons nous nourrir aussi. Lorsqu'on voit surtout les oiseaux, comment il y a l'amour entre eux, le partage entre eux, alors moi je peux dire effectivement, nous en tant qu'humains, nous devons aussi faire de même. Et surtout avec tous les conseils qu'il nous donne aujourd'hui, là, le docteur Henri Joseph, aujourd'hui nous devons aussi surtout avoir cette entraide et aussi la transmission
pour nos enfants. Et j'ai vu comment les gens étaient captivés et Francis Allais a su bien le faire, captiver en fait l'auditoire. Et donc après il y a eu une discussion et j'ai vu comment les gens étaient enthousiastes et j'ai essayé de les motiver et de leur dire que notre avenir est devant nous. Et on a cette chance d'être dans ce si beau pays où on a 220 espèces comestibles, on a 625 plantes médicinales, 3800 espèces de plantes. Donc on est vraiment un pays de bonheur et qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, même si l'avenir apparaît sombre. Pour moi, notre avenir est devant nous. Un grand homme, ce docteur Henri Joseph. Et savez-vous que l'on peut effectivement soigner des phobies à l'aide de la réalité virtuelle? En effet, cette technologie permet aux psychologues d'aborder les pathologies sous un angle différent avec des mises en situation. Valérie Labini-Grégoire nous explique le concept. Regardez. La réalité virtuelle est un outil très intéressant puisqu'en plus, les recherches associées à cela ont montré que ça fonctionne. Ça a un taux d'efficacité à peu près 80%, ce qui est un taux très intéressant en psychothérapie. Il s'agit de faire la personne porter un casque et moi, je contrôle les environnements virtuels sur mon ordinateur pour que cette personne soit exposée à ce qui lui est problématique dans la vie générale. La plupart du temps, je reçois des personnes qui souffrent de phobies multiples, peur de conduire, peur des insectes, peur de prendre l'avion, mais aussi des personnes qui souffrent de traumatismes ou de troubles alimentaires et qui veulent pouvoir se dépasser, dépasser leurs maux en tout cas. Alors j'attends de cet outil, la réalité virtuelle, une approche me permettant de mieux accompagner les clients que je reçois. Donc il y a énormément de demandes. Je veux dire, le motif principal des personnes que je reçois concerne la gestion de stress, la régulation émotionnelle et également des difficultés concernant les conflits familiaux ou conjugaux. Donc je pense que cet outil me permettra de mieux appréhender cette problématique et de les accompagner de façon juste et adaptée. C'est une sensation qui est très intense, qui oblige en fait le cerveau à s'adapter à l'image que l'on voit. Donc on peut sentir les parois, les murs, on peut sentir les objets ou les personnages qui sont autour de nous. Donc ça nous force en fait à avoir une réaction face à l'image qui est devant nous. Donc soit de reculer, de s'approcher, on a peur de toucher quand c'est sale, ça crée une réaction en tous les cas et c'est une technique qui est intéressante et qui peut être efficace effectivement pour des personnes qui ont besoin de dépasser certaines appréhensions. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse en réalité virtuelle, donc déjà, c'est de permettre d'être confronté à ce qui fait peur en étant dans l'environnement sécurisé du bureau du psychologue et de permettre aux neurones de traiter l'information afin qu'elles puissent dépasser leur peur, dépasser leur blocage. Ce sont des personnes qui sont quand même courageuses, puisque c'est pas tout le temps évident de se confronter à ce qui est source de douleur. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et à compter de 2023, normalement 1er janvier 2023, le gouvernement met en place un prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules électriques. Une mesure sous condition bien évidemment et qui bénéficie aux personnes résidant dans des zones à faible émission de CO2 et ayant un niveau de revenu inférieur à 14 000 €. Une mesure qui, comme d'autres, vise à inciter les consommateurs à franchir le pas et passer en mode écolo, avec des voitures moins polluantes qui ne font par contre quasiment aucun bruit quand elles roulent, contrairement aux modèles thermiques qu'on peut entendre arriver, de quoi occasionner des accidents. Alors il faut faire évoluer les comportements sur la route. Au lycée de Blanchette à Courbet, on sensibilisait les jeunes autour de ces nouvelles problématiques. Regardez.
Cette journée est plus une journée de sensibilisation des jeunes collégiens face aux véhicules électriques, donc qui est silencieux. Donc c'est une journée de prévention routière par rapport au silence. Par exemple, quand on a les écouteurs et qu'on traverse la route, un véhicule arrive et s'il est électrique, l'accident est vite arrivé. Donc c'est plus une journée de sensibilisation. Donc on a mis en évidence des véhicules de marques différentes, donc hybrides et électriques. Donc pendant cette journée, on va aussi leur parler des différences entre les deux, justement, entre les véhicules thermiques et électriques. On va aborder le sujet de l'automobile du futur. Donc comment eux, ils verraient les choses pour l'avenir. Est-ce qu'ils verraient plus de l'électrique ou du thermique? Donc c'est aussi une journée découverte. Les conseils que l'on peut donner, c'est d'être doublement prudent, surtout quand on fait des marches arrière. La marche arrière, la personne qui voit un véhicule pense qu'il va avancer, mais des fois il peut reculer. Donc de prêter attention lorsqu'on recule. Et puis d'attirer l'attention du piéton. Mais aussi le grand danger qu'on peut avoir, c'est sur les routes, sur nos routes en Guadeloupe, les cyclistes. Les cyclistes, déjà même un véhicule moteur thermique, on n'en les entend pas. Donc imaginez le moteur électrique. Donc doubler de prudence lorsqu'on approche des piétons. On dirait les usagers de la route qui sont le plus ou moins vulnérables. La clientèle est bien sûr un peu sceptique. Donc la majeure partie de mes prospects, ce sont des professionnels qui ont compris le game par rapport à pas de carburant et pas de souci de maintenance. Mais sinon, les particuliers découvrent et ils adhèrent aussi. Qu'est-ce qui va changer? L'approche du véhicule. Donc on ne pourra pas faire n'importe quelle intervention sur ce type de véhicule. Donc il faudra tout d'abord consigner le véhicule, puisque nous avons 500 volts, voire 1000 volts sur certains véhicules. Donc il va d'abord consigner ces véhicules, couper l'alimentation générale pour intervenir sur les véhicules en toute sécurité. Si au niveau des métiers, évidemment ça va changer puisque de base ici on apprenait plus au thermique, donc maintenant il faut s'adapter au changement électrique. Donc même les professeurs sont envoyés en formation pour avoir des connaissances plus approfondies au niveau de l'électrique. Donc par exemple au niveau des précautions à prendre quand on change les batteries ou les choses comme ça. Nous, les collègues, on va être formés pour pouvoir travailler sur ce type de véhicule. Donc il y a une habilitation à avoir pour pouvoir consigner, déconsigner ces véhicules. Et après, nous, on va devoir former nos jeunes aussi sur la consignation, déconsignation et pouvoir intervenir sur ces véhicules en toute sécurité. Il faudra quand même tout de même prévoir les mises à jour aussi pour les moteurs qui vont fonctionner à l'hydrogène liquide. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur notre antenne. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, le focus qui sera consacré ce soir à 3 entrepreneurs guadeloupéens. Nous aurons Jenny Paulin qui nous parlera de ses formations Socafit et Formaca, deux nouvelles formules qu'elle a inventées il y a quelques années et qui fonctionnent pas mal. Elle nous en parlera. Nous recevrons également Morgane Luce qui se lance dans des activités de communication pour les entreprises. Elle nous parlera de sa touche. Nous aurons également Damien Lurel, le fondateur de Fonds l'Esprit Coco, l'un des premiers jeux effectivement de société 100% locale avec des concepts 100% locaux. Franchement, une très belle réussite. Il nous en parlera aussi après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Mouton Lucide, à Wilma Ketty Kenneth, à Johanna Wa, à Florence Tacour. Bonsoir à Lydia Luce, à Raphaël Duflo. Bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Miela Berne, à Joël Bazit, à Patricia Jacquet-Crétide, à Ampassav Mako, à Nadir Jamela. Bonsoir à Marius Labissi. Bonsoir également à Patricia de Normandie. Bonsoir à Lydia Luce, à Perle de Caruquera, à Eddy Félix. Bonsoir à Fabien Média 97, à Raphaëla Duflo. Bonsoir à qui d'autre, à Rulé Bronson Style Steve. Bonsoir à tous les internautes. Bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar surtout. Bonsoir à tous les internautes qui nous suivent, à tous ceux qui sont branchés sur Canal 10. On se retrouve après la pub avec de jeunes entrepreneurs talentueux. À tout de suite.